Alors, on se prépare maintenant pour accueillir notre prochaine formatrice, Madame Claude Palmarini, qui est directrice formation chez GPBL Pensée Projet. Elle va nous parler des pratiques gagnantes en planification de projet. Mais juste avant, j'aimerais vous parler un petit peu de son pedigree. Elle cumule plus de 25 ans en direction d'équipe et changement organisationnel. Elle est reconnue pour ses interventions de formation adaptées à la réalité d'affaires des participants. Sa passion pour la gestion de projet lui permet de vulgariser les notions pour faciliter les apprentissages au moyen d'explications claires et d'exemples concrets. Elle est compétente, elle est à l'écoute des participants et elle possède tous les outils pour favoriser une saine gestion de projet en entreprise. La voici de nouveau. Il s'agit en fait de la deuxième partie de la conférence qu'elle vous a présentée ce matin. Alors, Madame Palmarini, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, re-bienvenue. On fait la suite. On a vu ce matin la portion de démarrage de projet, donc comment bien démarrer son projet pour éviter les conflits qui pourraient être non nécessaires. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la rencontre de lancement, donc bien continuer son projet, comment subdiviser un projet, estimer son projet et finalement la fiche synthèse. Donc, on va revenir rapidement ce matin, ce dont on a parlé, la prémisse en gestion de projet, donc toujours la double-triple contrainte. Double-triple contrainte qui va vous suivre tout au long du projet. Chaque fois que vous avez des réunions d'équipe, chaque fois que vous parlez avec vos clients, on va toujours parler de comment va l'échéancier, comment va le périmètre, comment va le budget, comment vont les risques, la qualité et les ressources. Alors, c'est des questions qu'on va constamment se poser pour s'assurer de garder le contrôle sur le projet, d'éviter les mauvaises surprises. On parle toujours de l'étude de Raleigh-Norden. Donc, cette étude démontre l'importance de la planification. Plus on planifie, moins on va avoir de surprises, plus on va être performant, plus on va créer de la vraie valeur. Une erreur en temps d'exécution va vous coûter là, la totale dans un projet. C'est là où est-ce que ça dérape. On doit absolument prendre le temps de bien planifier son projet pour être en mesure de bien l'exécuter et mieux le contrôler. On parle toujours du cycle de vie de projet. Donc, on a vu ce matin le cycle de vie de la phase de pré-projet. Alors, l'idée de mon projet, est-ce que c'est aligné avec ma stratégie d'affaires? Est-ce que c'est aligné avec ma planification stratégique, ma vision? Une fois que c'est aligné, d'accord, est-ce que ça fait partie de mon portefeuille? Donc, est-ce que j'ai la volonté de le faire dans l'année ou dans les 2 prochaines années? Et si la réponse est encore oui, je passe en phase d'initialisation qu'on a vu ce matin, la phase de démarrage. Alors là, on va valider nos hypothèses, nos contraintes, souvent budgétaires et de délai. Encore une fois, les liens qu'on peut faire avec le cycle de vie d'un projet en architecture, l'élaboration, la planification, l'exécution et la clôture. Toujours des phases où on se pose des questions, on ne marche pas à l'aveugle. Alors, est-ce qu'on veut arrêter le projet? Est-ce qu'on veut prendre le temps d'avoir du recul ou on veut le continuer? Alors, encore une fois, le courage managérial, hyper important en gestion de projet. Donc, on va y aller avec la planification, donc l'organisation et la préparation de mon projet. Alors, on part de où? On va partir soit de la charte de projet, c'est soit la charte qui va déclencher ma planification, dépendamment le domaine dans lequel vous êtes, en architecture ou en construction, vous pouvez aussi faire votre planification à partir de l'appel d'offres ou à partir d'une soumission. Alors, on se rappellera que la charte de projet peut s'utiliser pour plusieurs fins. Ce sera toujours une question de communication. On va s'en servir pour mieux communiquer. On va s'en servir pour valider. Je peux m'en servir pour valider ma soumission et apprendre, avoir des leçons apprises, c'est-à-dire m'améliorer dans mes estimations dans le futur. Donc, je peux avoir plusieurs documents qui vont faire en sorte que je tombe en phase de planification. Le cheminement, donc, si on parle architecture, on parle d'esquisse, on parle de plans préliminaires, des plans et devis qui vont être définitifs, les appels d'offres.
On peut avoir des différents types d'appels d'offres qu'on va donner. Ça peut être au privé, gré à gré, d'appels d'offres sur invitation ou public. Alors, tout ça, ça va déterminer comment on va faire notre planification. Ça va déterminer les besoins et les différentes étapes que je vais avoir à faire. Organiser et préparation, donc, je vais définir et je vais raffiner le contenu du projet. Je vais planifier le déroulement des actions requises pour atteindre les objectifs du projet ainsi que le contenu. Je vais m'en servir pour mieux performer, pour m'assurer que je vais créer de la valeur, m'assurer que je suis toujours alignée avec ma stratégie, m'assurer que l'équipe, on suit un chemin, on a un plan qui est déterminé. Là, je vais adresser l'éléphant dans la pièce, agile. Hein? On parle d'adaptatif, on parle d'agilité. Souvent, les gens disent « Ouais, bien, si on fait trop de planification, bien là, je ne peux pas être agile. » Et on fait l'équation que si je ne peux pas être agile, je ne peux pas faire d'innovation. C'est faux. Il n'y a absolument rien qui vous empêche de faire de l'agilité avec la planification qu'on vous présente. Ça se fait extrêmement bien et on peut être innovant, peu importe l'approche qu'on utilise. L'innovation, ce n'est pas l'approche qui la détermine, c'est vraiment les gens qui vont déterminer qu'est-ce qu'ils veulent faire comme innovation. Donc, lorsqu'on parle de plan de projet, on parle de la première étape qui est l'étape de rencontre de lancement de projet avec l'équipe du projet. Mélanie en a parlé, si vous avez écouté sa conférence sur la communication. Donc, les rencontres, hein, planifier les rencontres, bien les faire. C'est quoi une rencontre de démarrage? Bien, c'est le moment privilégié que vous avez avec votre équipe de projet. Et ce moment-là, il est privilégié parce que toutes les petites questions niaiseuses qu'on n'ose pas poser, bien, ils vont sortir à la rencontre de démarrage. C'est là que vous allez expliquer à votre équipe pourquoi le projet est important. C'est quoi la raison d'être du projet? C'est là que vous allez expliquer à votre équipe, moi, en tant que chargé de projet, en tant que chef de projet, en tant que leader de projet, voici ce à quoi je m'attends de mon équipe. Voici comment je fonctionne. Et vous vous attendez à quoi de moi? On doit la gérer, cette équipe-là, mais pas de n'importe comment. Il y a des façons, il y a des étapes qu'on doit passer dans la gestion de nos équipes. Alors, et tout ça, on va en parler dans la rencontre de lancement. C'est vraiment un moment qui est privilégié où est-ce que tout va être sur la table. C'est là qu'on va commencer à parler de risque, on va commencer à parler qualité, on va commencer à parler étapes. Tous ces sujets-là vont être discutés et le chef de projet, le leader de projet, son rôle, c'est d'écouter. Il va écouter ce que les gens vont lui dire parce qu'il va avoir beaucoup d'informations qu'il va recevoir pendant cette rencontre de lancement-là. Une fois que la rencontre de lancement est faite, là, on va passer à l'étape de planification structurelle, le quoi faire. Hein, parce que c'est bien beau, on veut faire le projet, on a identifié nos différentes étapes, mais ces grandes étapes-là, maintenant, on a les experts qui est notre équipe de projet, ces experts-là qui vont nous expliquer quelles sont les activités que je vais faire pour réaliser les grandes étapes de projet. Donc, ma planification structurelle, je vais utiliser un outil qui s'appelle la WBS, la structure de découpage. WBS, c'est Work Breakdown Structure. La structure de découpage, l'objectif de cet outil-là, c'est de subdiviser les lots de travail, subdiviser les étapes de travail en morceaux plus petits, de façon à être capable d'avoir une meilleure estimation, d'être capable d'estimer le temps, d'être capable d'estimer l'argent. Pourquoi je veux faire ça? Bien, parce que je veux valider ma charte de projet, je veux valider qu'est-ce qu'on a déterminé. Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, donc on a le quoi, on va parler de la fiche synthèse. La fiche synthèse, c'est un document dans lequel je vais voir ma planification dans son ensemble. Ça va m'aider à suivre mon projet. Dans ma fiche synthèse, je vais avoir mon budget, je vais avoir mon échéancier, je vais avoir mon flux de trésorerie, je vais avoir mon découpage de projet avec toutes les estimées qui y sont liées.
Dans ma fiche synthèse, donc, je vais parler d'estimation détaillée. Je parle d'estimés budgétaires. Pour faire les estimés budgétaires, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, donc 5 techniques d'estimation qu'on va voir de façon sommaire. Les 5 techniques sont donc les jugements d'experts, l'analogue, le paramétrique, l'ascendant et les 3 points. Alors, ces 5 méthodes peuvent être utilisées en combinaison les unes avec les autres. Je peux les combiner. Je peux utiliser une méthode pour une étape, une autre méthode pour une autre étape. C'est toutes des façons d'atteindre un objectif. Et cet objectif-là est d'avoir un bon estimé pour, encore une fois, valider ma charte de projet, valider les premières hypothèses que j'ai données à mon client, pour savoir, encore une fois, est-ce que je vais continuer mon projet ou je serais mieux de l'arrêter. Je reviens encore à le courage managérial. Alors, lorsqu'on parle de jugement d'expert en termes d'estimation, souvent, on va entendre un expert qui va dire « selon mon expérience ». Dès que vous avez ce type de phrase-là, vous êtes dans une estimation qui vient d'un expert. C'est basé sur son expérience, sur son vécu. Alors, ça utilise les connaissances et l'expérience des experts du domaine pour prédire des estimés de coûts. On peut prédire des estimés de temps aussi. C'est toujours les deux volets qu'on regarde. Ça demande un certain nombre d'itérations avant d'en arriver à un consensus. Lorsqu'on utilise un jugement d'expert, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est plusieurs experts. On cherche un chiffre impair et on va essayer d'avoir un consensus. Si on n'a pas le consensus, bien entendu, on va y aller avec celui qui est le plus élevé, là, les 2 sur 3. L'avantage d'un jugement d'expert, c'est quoi? C'est que ça va être disponible lorsqu'il y a un manque d'informations ou de données paramétriques des coûts. Dans l'inconnu, je ne le sais pas. Alors, je vais essayer d'aller chercher un expert. Peut-être que lui va pouvoir m'aider. Ça peut être efficace si l'expertise existe, bien entendu. Des avantages, l'inconvénient, bien, l'évaluation pourrait être biaisée parce que je pourrais avoir affaire avec un expert qui est biaisé. Il veut tellement que je prenne ce qu'il fait qu'il va peut-être pencher plus à droite qu'à gauche. La complexité peut diminuer l'exactitude des estimés. Alors, dans des sujets qui sont très, très, très complexes, même un expert va avoir de la difficulté à donner un estimé. La justification de l'estimé n'est pas quantifiable. C'est je le crois ou je le crois pas. Alors, c'est vraiment basé sur mon gut, j'y crois ou j'y crois pas. Et c'est peu efficace, l'expertise n'existe pas. Évidemment, si on est tellement innovant que ce qu'on cherche à estimer n'existe pas, bien là, à ce moment-là, on va passer à un autre type d'estimé. Deuxième type d'estimé, c'est l'analogue. Alors, analogue, ce qui est pareil à. Donc, ça consiste à utiliser un coût réel de projet similaire qui a été fait dans le passé. Ce matin, je vous ai parlé des leçons apprises. Bien, les leçons apprises, ça vous permet d'utiliser une méthode d'estimé analogue. Si vous n'avez pas de leçons apprises, vous ne pourrez pas utiliser l'analogue. C'est aussi simple que ça, d'où la valeur ajoutée d'avoir vos leçons apprises. Alors, lorsqu'on utilise l'analogue, souvent, on va entendre la phrase « ce travail est similaire à celui ». « Ah, je me souviens, on l'a fait dans le temps. Ah, l'année passée, on a fait de quoi, ça ressemble à ça. » Alors là, on parle analogue. Les avantages d'utiliser une approche analogue, c'est que c'est relativement simple. Les gens sont là, ils l'ont vécu, alors c'est assez simple d'avoir l'information. Les définitions d'activité ne sont pas requises parce qu'on le fait, puis on va faire l'estimé dans son ensemble. C'est peu coûteux. On l'a dit ce matin, leçons apprises, gros investissement, là, gars, c'est une valeur. Si vous voulez créer de la valeur, faites ça, là, vous allez gagner toute la route. Fiabilité dépendant des données d'entrée, c'est ça. Alors là, ça va dépendre de vos leçons apprises, s'ils sont bien gardés. Les inconvénients. L'estimé préparé avec peu d'informations et de compréhension des exigences. Alors, il faut faire attention, comme avec n'importe quelle méthode d'estimation. Il faut être conscient. Est-ce qu'on a assez d'informations pour utiliser l'analogue? Est-ce que c'est très, très, très pareil à ou c'est
bah, il y a une affaire sur 15 qui sont pareilles. Bien là, il faudrait peut-être se garder une petite gêne. Hein? Alors, discernement, hyper important. Peu précis si ce n'est pas identique, évidemment, et risque de sous-estimer le coût des activités de bas niveau. Alors souvent, lorsqu'on fait des estimés, lorsqu'on fait notre structure de découpage, les petites activités, des fois, pourraient nous causer des surprises. On a tendance à les sous-évaluer. Alors, lorsqu'on fait de l'analogue, ces petites activités-là, qui pourraient être très coûteuses, pourraient nous causer une surprise. Alors, on s'assure là, d'être en contrôle. Vient ensuite le paramétrique. Paramétrique, c'est probablement celui que vous utilisez le plus, hein? Au pied linéaire, au pied carré. Bref, c'est selon des paramètres mathématiques. Hein? C'est 1 multiplié par la quantité. Donc, ça utilise des caractéristiques de projet dans un modèle mathématique afin d'en estimer les coûts. Alors, c'est probablement ce qu'on utilise le plus. Et la phrase, c'est « le résultat du modèle montre que ». Alors, les avantages de ça, c'est que c'est simple, c'est peu coûteux parce que souvent, on a l'information, surtout en construction, on a les coûts des matériaux, hein, donc on le sait déjà. Encore faut-il les garder à jour, bien entendu. Ça facilite la vérification d'hypothèses. Ça peut être utilisé tôt dans le cycle de vie du projet parce qu'on a cette information-là qui fait partie de la mémoire corporative, qui fait partie de mes actifs organisationnels. J'ai ça en banque, j'ai une équipe d'estimateurs qui ont ces données-là, donc je peux l'utiliser très, très tôt dans le projet. Les inconvénients, ça exige l'élaboration de relations paramétriques de coûts. Précision varie selon la complexité du modèle. Bon, ici, c'est rarement applicable là, parce qu'on parle, comme je disais, là, des quantités là, de pieds linéaires, de poids et des choses comme ça. Alors, il n'y a pas vraiment de complexité. Ça requiert des données historiques précises. On revient encore aux leçons apprises. Il faut que je garde mon historique à jour. Si je n'ai pas mon historique à jour, il n'y aura pas vraiment de méthode qui va fonctionner, en fait. On a besoin d'avoir un historique, on a besoin d'avoir cette information-là, cette mémoire corporative-là. Ça peut devenir complexe. Alors, ça peut devenir complexe, effectivement, parce que je pourrais avoir une personne qui va chercher une précision qui n'est pas vraiment nécessaire à ce point-ci. Et là, on va commencer là, à s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis, comme on dit. On va trop en faire. Alors, paramétrique, oui, pour ce qui est logique de faire paramétrique, mais on ne va pas chercher à inventer des paramétriques, des paramètres. On a ensuite l'ascendante. Alors, l'estimée ascendante, c'est l'estimé qu'on fait ici dans le projet. C'est l'estimé, je vous dirais, qui est probablement le plus utilisé. Alors, il s'agit vraiment là, de partir du bas, de partir de mes activités et de remonter. Alors, mon activité coûte 10 $, l'autre va coûter 20 $. Alors, 10 plus 20, mon lot va me coûter 30. Okay? Alors, c'est assez simple et chaque activité pourrait être estimée d'une des 5 façons. Alors, avec l'ascendante, là, on arrive à avoir une précision qui est vraiment intéressante. Alors, l'ascendante, lorsqu'on l'utilise, on va parler plus aux détails. Hein. Les détails démontrent que. L'avantage, c'est que c'est un estimé qui est extrêmement précis. Ça fournit une base de référencement pour la surveillance et maîtrise de la performance parce qu'on est très détaillé. Ça permet d'obtenir des estimés avec lesquels les membres de l'équipe sont à l'aise et vont pouvoir endosser. Et ça, c'est extrêmement important d'être endossé par l'équipe. J'en ai parlé ce matin. Souvent, ce que j'entends dans les compagnies, surtout en construction, c'est qu'il y a une équipe qui fait les estimés, puis après ça, tu as le chargé de projet qui, lui, doit respecter cet estimé-là. Mais il n'a pas fait partie du calcul, il n'a pas fait partie de la décision, il n'a pas fait partie du résultat. Alors, il est pris avec une patate chaude carrément. Si on l'implique dans le processus, si on l'implique dans l'estimé, bien là, il y a une responsabilisation qui se fait, il y a un engagement qui est encore beaucoup plus solide, et là, atteindre les objectifs, bien, ça tombe sous le sens. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est responsable de quelque chose dans lequel il n'y a aucune décision. Hein? C'est plus difficile.
L'inconvénient, c'est que, beaucoup de détails, ça peut devenir long et coûteux. Encore une fois, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il faut faire, faut utiliser du discernement. Hein. Peu importe ce qu'on fait en gestion de projet, ce n'est pas une recette de gâteau qu'on fait, là. C'est vraiment adapté à chaque type de projet qu'on a. Alors, on module les façons de faire. Et si on ne fait pas ça, bien, ça pourrait effectivement devenir long et coûteux. Risque de sous-estimer les coûts d'intégration. Alors, l'intégration des activités à l'intérieur du projet. Alors, on risque de sous-estimer ça parce qu'on regarde tellement l'arbre qu'on ne voit pas la forêt. Okay? Alors, il faut faire attention avec les évaluations ascendantes. Il ne faut pas tout oublier. Il ne faut pas oublier les coûts d'intégration. Et risque que les équipes gonflent les estimés. Moi, je me suis fait taper ses doigts parce que j'ai busté mon budget. Ça, là, ça reste dans la tête des gens. Qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois que je vais faire un estimé? Bien, je vais le gonfler, mon estimé. Je ne prendrai pas de chance, je vais rajouter un 10 %. Alors, imaginez tout le monde qui rajoute un 10 %. Moi, le chargé de projet, je prends une réserve. La direction prend une réserve de gestion. Ça ne finit plus, ça devient avec des estimés qui sont beaucoup trop gros. On peut perdre des contrats juste à cause de ça. Alors, on fait attention. C'est un travail d'équipe, la gestion de projet. Si quelqu'un se trompe, bien, ce n'est pas taper ses doigts qui va être la bonne approche, ça va être d'apprendre bien, pourquoi on s'est trompé, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, comment on va devenir meilleur. Ça, c'est une approche qui est un petit peu plus gagnante. L'estimation à 3 points. L'estimation à 3 points, c'est la moyenne pondérée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des gens qui vont nous faire différentes estimés. Et là, on va prendre le plus optimiste. On va additionner 4 fois le plus probable, la valeur plus probable, plus le pessimiste. On a toujours quelqu'un là, qui « Ah non, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. » Il est pessimiste, tout est noir, il ne voit que les risques, que les problèmes. Alors, le pessimiste, c'est quoi? C'est si tous les risques se matérialisent, combien ça pourrait me coûter. Ça, là, c'est le pire scénario, c'est pessimiste. C'est quoi l'optimiste? Bien, c'est s'il n'y a absolument rien qui va mal. Tout va bien, le ciel est bleu, le vent est dans les voiles, puis tout va bien. Bien, ça, c'est l'optimiste. Hein? Alors, on enlève tous les risques, combien que ça pourrait coûter. Et le plus probable, bien, c'est qu'il y a probablement 1 ou 2 risques qui vont se matérialiser. Alors, on essaye de faire, tu sais, combien que ça nous coûterait à peu près les risques, puis on essaye de se faire un chiffre avec ça. Ça va nous donner, donc, la moyenne pondérée. Les avantages, bien, c'est une estimation mathématique qui est plus précise et c'est étonnamment précis à 3 points. Moi, ça me surprend tout le temps. Ça fournit une base de référence pour la surveillance et la maîtrise de performance, comme l'autre façon d'estimer. Ça permet d'obtenir des estimés avec lesquels les membres de l'équipe sont à l'aise et peuvent endosser. Et là, je ne sais pas si vous voyez le pattern, plus les gens sont impliqués dans la décision, plus ils vont endosser. Plus ils vont endosser, bien, plus vous avez de chances que ça se réalise. Okay? Fait que la clé dans les estimés, c'est impliquer les gens, engagez-les dans le processus. Plus vous allez engager les gens dans le processus d'estimation, plus vous allez augmenter vos chances de réaliser ces estimés-là. Sinon, bien, vous risquez d'avoir des surprises. L'inconvénient, beaucoup de détails. Encore une fois, on peut s'enfarger les fleurs, les pieds dans les fleurs du tapis. Alors, il faut faire attention, discernement toujours. Long et coûteux en matière de temps, ça prend du temps. C'est sûr que ça va prendre du temps. Mais c'est un temps qu'on peut voir comme un investissement. Parce que plus on va le faire, meilleur on va être à le faire, et mieux on va être à le faire, moins de temps ça va prendre. Alors, moi, je vois ça comme un investissement et non pas une dépense, mais chacun sa façon. Risque de sous-estimer le coût d'intégration, encore une fois, il faut être logique. Hein? Et le risque que les équipes gonflent les estimés. Les équipes qui gonflent les estimés, je le répète, c'est parce qu'ils se sont fait taper ses doigts. C'est aussi simple que ça. C'est le risque dans les estimés. Il y a une partie qu'on doit accepter pour être capable d'avancer et d'être meilleur. Sinon, on va toujours rester pas bon pareil. T'sais, on ne peut pas s'améliorer si on n'accepte pas l'erreur. Donc, on va chercher à s'améliorer. Alors ici, vous avez un petit tableau qui compare.
Alors, si on a les 5 méthodes d'estimation, alors on a une colonne précision, alors lequel va vous amener plus ou moins de précision. Et là, plus ou moins de précision, ça va dépendre de votre client. Hein? Le client, qu'est-ce qu'il a besoin comme précision? Dans le processus de projet, vous êtes rendu où? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une très, très grande précision ou d'avoir quelque chose d'un estimé à plus haut niveau et correct? Alors, encore une fois, le discernement, le jugement que vous devez utiliser pour savoir quelle forme d'estimation vous allez prendre. Le temps requis. Si votre client, il vous dit, moi, là, je vais avoir les estimés demain matin, puis il est 5 heures le soir, puis demain matin, c'est 6h30, bien, c'est certain que vous n'irez pas dans le 3 points, puis vous n'irez pas dans l'ascendant. Vous allez rester dans le jugement d'expert, l'analogue ou le paramétrique, parce que c'est ce qui prend le moins de temps. Mais le client, on doit l'éduquer et lui dire, écoute, tu le veux demain matin, ta précision, là, elle ne pourra pas être très, très petite. Tu vas avoir un ordre de grandeur. OK? Données requises, si ça prend peu ou beaucoup de données. Jugement d'expert, analogue, ça prend peu d'historique, bien, pas peu d'historique, mais peu de données. Paramétrique, ascendant et 3 points, bien, ça va prendre plus d'informations. Okay? Alors, dépendamment de la disponibilité de l'information, leçons apprises, historique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va taper sur le clou. Alors, c'est des choses qui sont importantes. C'est ça qui va vous permettre de mieux estimer vos projets. Puis encore une fois, mieux ça va être estimé, plus vous allez planifier correctement et plus vous allez être capable d'exécuter et de rencontrer vos objectifs pécuniaires, donc de budget et de durée de temps. Donc, on va estimer nos activités. Alors, chacune des activités qu'on a pour nos étapes, ici, vous avez l'exemple avec la gestion de projet. Alors, j'ai ma gestion de projet et j'ai toutes les activités qui sont liées à la gestion de projet. Chacune de ces activités-là, j'ai estimé des efforts. Et ces efforts-là me donnent un coût, hein, ça me donne combien ces efforts vont me coûter. Alors, les efforts, c'est le temps que prend la tâche, l'activité. Et je vais multiplier par le taux horaire et puis ça va me donner un montant budgétaire. Alors ici, j'ai un montant qui devrait être de 9 000... c'est ça? Je ne vois pas. Oups, je ne vois plus. Magie! Oui, ça donne 9 550. Donc, j'ai mon budget qui est fait. Okay? Une fois que je vais avoir fait toutes mes étapes, ça va me donner le total de mon budget pour le projet. Ce total-là, je vais le comparer à ce que j'ai fait ce matin dans ma charte. Et si je vois que dans ma charte, j'ai 10 000 et là, mon budget, il arrive à 12 000. J'ai un écart. Okay? Et je dois poser la question, bien, pourquoi j'ai un écart? Là, je suis en phase planification, je n'ai pas commencé d'exécution encore. Fait que pourquoi j'ai un écart? Bon, bien là, je me rends compte que la préparation des rapports d'avancement, ça requiert une ressource externe. Je n'ai pas la ressource à l'interne pour le faire, je vais le faire à l'externe. Et c'est ça qui fait mon écart de coût. OK? Une fois que je sais ça, bien, je peux aller voir mon client puis lui dire, bien, regarde, on a sous-évalué, ça va coûter plus cher, est-ce que tu acceptes ou tu refuses? S'il accepte, bien, tant mieux, pas de problème. S'il refuse, bien là, je dois me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'organise pour trouver une ressource à l'interne et le faire à l'interne pour enlever ce coût-là? Hein? Donc, est-ce que j'enlève du périmètre finalement? Ou bien, je vais manger sur ma marge? Alors ça, c'est une décision que je vais prendre. Et dépendamment de l'alignement stratégique du projet, dépendamment du contexte du projet, dépendamment de la vision de l'entreprise, bien, je pourrais choisir d'accepter de perdre un 2 000 $ de profit sur mon projet. Okay? Et cette décision-là bien, vient du fait que, en tant que chargé de projet, en tant que leader de projet, je comprends la raison d'être du projet, alors je suis capable de faire une proposition à mon client ou une proposition à mon entreprise, dépendamment du type de projet que j'ai. Donc, l'importance d'avoir un gestionnaire de projet qui comprend pourquoi le projet existe, c'est quoi le contexte du projet.
Une fois que l'estimation détaillée a été faite, donc je sais combien j'ai besoin d'argent, hein, c'est quoi le budget total de mon projet, combien il va me coûter, je vais tomber dans la planification organisationnelle. Alors, le qui, c'est qui va faire les étapes, qui va faire les activités. Alors ici, on a un petit tableau qui détaille les activités et on utilise le RACI. Donc, le RACI, c'est quoi? C'est un autre acronyme. On adore les acronymes en gestion de projet. Alors, c'est le R pour responsable. Donc, c'est la personne qui doit rendre des comptes. C'est le A pour autoriser. Donc, la personne qui va prendre la décision qui porte sur des activités. Je vous donne un exemple. Je vais être responsable de la couverture d'un livre. J'ai 3 choix de couleurs à faire. Bien, c'est pas moi qui va choisir la couleur. C'est une personne qui va m'autoriser à prendre le bleu, le vert ou le rouge. Alors, autoriser, c'est dans cette optique-là qu'on l'utilise. C'est pour consulter. Alors, consulter, c'est souvent les gens, les experts. Des experts qui sont à l'extérieur de l'équipe de projet. C'est ces personnes-là que je vais consulter pour avoir plus d'informations. Ces gens-là, je vais les amener de manière ponctuelle à l'intérieur de mes réunions d'équipe pour répondre à des questions. Finalement, le I pour informer. Alors, j'informe qui? Bien, je peux informer les payables, par exemple, qu'une facture a été reçue et qui doit être payée. Je peux informer les recevables que j'ai fait une facturation et qu'on devrait recevoir de l'argent ou qui m'avisent du moment où est-ce que le paiement a été reçu pour que je puisse continuer les travaux. Alors, informer, c'est vraiment quelque chose qui doit être significatif. En fait, toutes les lettres, tout le RACI doit être significatif. Je vous souhaite un RACI épuré. C'est correct qu'il y ait des cases qui soient vides. OK? Pourquoi? Parce que si un RACI, il y a des lettres partout dans chacune des cases, vous n'y verrez plus rien, ça ne parle plus. C'est tellement de bruit qu'on n'est pas capable de déterminer qui est en charge de quoi. Et ce n'est pas l'objectif. Un RACI, c'est un autre outil de communication. Ça communique les rôles et les responsabilités à l'ensemble de l'équipe pour que les gens sachent qui est responsable de tel truc. Bon, bien, c'est une Marie-Hélène qui est responsable. Bien, c'est parfait, c'est à elle que je vais m'adresser. Est-ce que je dois informer quelqu'un? Oui, je dois informer Hélène. Parfait, bien, je vais informer Hélène. Et je n'ai pas besoin de poser 56 000 questions, c'est clair. Alors, plus ça va être léger, bien, mieux ça va être. Règle à appliquer dans un RACI. Une personne responsable d'une étape ou d'un lot. Alors, pour chaque ligne, il y a une personne responsable. Si vous avez 2 personnes responsables pour une activité ou pour un lot de travail, bien, c'est l'équivalent d'avoir personne de responsable. Parce que moi, si je vais voir Marie-Josée, puis je lui dis, bien, Marie-Josée, as-tu terminé tel truc? Ah, bien, moi, je pensais que c'était François qui le faisait. Puis là, je vais voir François, as-tu fait le truc? Ah, bien, moi, je pensais que c'était Marie-Josée qui devait le faire. Ça cause là, des conflits qui ne sont vraiment pas nécessaires. Alors, un responsable pour chaque ligne et ça va très bien aller. Donc, on sait maintenant qui est en charge de quoi. Alors, qui a la responsabilité de livrer chacune des étapes. Hein? Donc, chaque personne responsable va me livrer dans les temps prévus. Je sais combien d'efforts j'ai besoin. Je sais le coût, combien ça va me coûter. Alors là, j'ai ma base pour faire mon projet, pour suivre mon projet. Je peux maintenant faire ma planification opérationnelle, donc mon quand, et ma planification financière, c'est-à-dire mon combien. Planification financière, je parle de quand est-ce que j'ai besoin d'argent. Alors, quand est-ce que je vais avoir besoin de payer un fournisseur, par exemple? Alors, je vais l'identifier dans mon échéancier. Comme ça, je sais qu'à ce moment-là, bien, je vais avoir besoin de X argent. Pourquoi c'est important, cette information-là? Parce que peut-être que je vais avoir 3 étapes ou 3 lots de travail qui vont générer des factures à des fournisseurs que je vais devoir payer tous en même temps. Mais peut-être que mon entreprise n'a pas la capacité financière de payer cette somme d'argent-là à ce moment-là. Encore une fois, l'échéancier et le flux monétaire vont me servir d'outil de communication. Je vais communiquer aux finances, voici quand est-ce que j'ai besoin des sommes d'argent. Et eux vont pouvoir me dire,
parfait, on est capable de le supporter financièrement. Ou ils vont me dire, non, non, attends une minute, là, organise-toi autrement parce que ça ne fonctionne pas. Et ça peut être aussi simple que tu as une grosse sortie d'argent qui est due le 15 du mois et tu reçois tes intérêts le 15 du mois. Les finances, ils vont dire, bien, peux-tu payer ça, je ne sais pas moi, le 17, mettons. Comme ça, on reçoit nos intérêts et on est capable de payer. Alors, tout est conséquent et tout une raison d'être. Alors, dans l'échéancier, on va identifier donc chacune des étapes et on va ordonnancer les étapes. On va les ordonnancer pourquoi? Bien, parce que tout ne peut pas se faire en même temps. Il y a une suite logique. Si je vais au dépanneur avec ma voiture, bien, je ne peux pas magique, c'est pas la magie, là, je ne peux pas juste me transporter, en tout cas pas encore. Tu sais, il y a une suite. Il faut que j'ouvre ma porte, je m'assois dans ma voiture, je mets ma ceinture, je pars la voiture, je me mets, reculons ou devant, dépendamment comment je suis stationné. Et là, je peux aller au dépanneur. C'est la même chose en projet. Il y a une suite logique qu'on appelle l'ordonnancement. Et l'ordonnancement, ça va être les contraintes entre les activités qui vont dicter comment mes activités, quand mes activités vont se faire. Alors, dans mon ordonnancement, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les liens entre les activités. Alors ici, j'ai un exemple avec 6 activités et on peut voir la durée prévue, donc combien de temps, sur combien de temps l'activité va se faire. Et j'ai mes contraintes. Alors, la première activité, je vois qu'elle n'a aucune contrainte. La deuxième activité, 50 du lot 1 doit être complété pour que la deuxième commence. Alors, la deuxième ne peut pas commencer en même temps, il va y avoir un décalage. Si j'applique toutes les contraintes qui sont ici à mes activités, j'obtiens un échéancier. Alors, dans mon échéancier, je vois, et c'est encore une fois, c'est imagé, c'est très clair, quand l'activité peut débuter. Et là, je dis bien peut débuter et non pas doit. Parce qu'il peut arriver des choses et puis là, ça peut changer. C'est vivant un projet, ce n'est pas canné dans le béton, là. Ça vit un projet. Donc, voici l'échéancier qui pourrait arriver. Qu'est-ce que ça me donne, cet échéancier-là? Ça me dit combien de temps mon projet va prendre. Alors ici, je vois que mon projet va prendre 20 semaines. Et je vois en rouge ce qu'on appelle un chemin critique. Le chemin critique, c'est extrêmement important d'apprendre à l'identifier. Pourquoi? Parce que c'est mon passage obligé. Mon chemin critique va m'indiquer tous les endroits où, si je veux avoir un impact sur ma date de fin, je peux agir. Je donne un exemple. Si je prends l'activité 5 et que j'enlève cette activité-là, ma date de fin ne changera pas. Ma date de fin va rester quand même à la 20e période. Pourquoi? Parce que mon activité 5 n'est pas sur mon chemin critique. Si, par contre, j'enlève 2 semaines à l'activité 4, bien là, mon chemin critique va diminuer de 2 semaines parce que mon étape 6 va pouvoir débuter 2 semaines plus tôt. Alors, c'est ce que le chemin critique va vous amener comme information. Chemin critique, vous pouvez vous en servir aussi avec un client qui est difficile. Le client qui dit « tu me coupes 2 semaines ». Puis vous avez beau y expliquer, puis tu sais, ça ne marche pas, là. Il y a une incompréhension. Alors, vous lui amenez le chemin critique, puis vous dites « regarde », puis vous lui expliquez. On l'éduque, notre client. Plus il est éduqué, notre client, plus il est facile à gérer. On l'éduque. Fait que voici, c'est ça, le chemin critique. C'est le passage obligé. Tu veux que je coupe 2 semaines? Parfait. Est-ce que je peux avoir d'autres ressources? Non, 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 j'ai plus d'argent, tu ne peux pas avoir de ressources. OK, on va couper dans le périmètre. OK, coupe. Bien, coupe le 5, là. Bien oui, mais c'est parce que si je coupe le 5, il n'y a aucun impact sur rien. Ça va te coûter moins cher, tu enlèves du périmètre, mais en temps, ça va rester pareil. Alors, qu'est-ce que je fais? Regarde, tout ce qui est en rouge, là, c'est ça que je dois couper. Quelque chose là-dedans, qu'est-ce que tu veux couper là-dedans? Ah ben non, ça c'est important, ça c'est important. Bien, finalement, il comprend qu'il ne peut pas perdre 2 semaines, il ne peut pas enlever 2 semaines. Ou il a un choix à faire. Et ça lui appartient. Nous, on propose, le client dispose. On va lui donner les meilleures solutions, toujours en ayant en tête la création de valeur, qu'est-ce qui va être mieux pour le projet, qu'est-ce qui va créer le plus de valeur pour lui, pour l'entreprise, etc. On garde tout ça en tête. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un décide, puis c'est lui qui doit décider. C'est sa responsabilité, ce n'est pas la nôtre. D'accord?
Donc, si je prends le projet que je vous ai montré tout à l'heure, on voit ici qu'est-ce qu'un échéancier pourrait donner une fois qu'il est rempli, donc avec les durées. En rouge, mon chemin critique. Le chemin critique, il pourrait y avoir 2 chemins critiques. Il peut y avoir 3 chemins critiques. Dans des très gros projets, là, il y en a une abondance de chemins critiques, d'où l'importance de bien maîtriser qu'est-ce que le chemin critique. Sinon, vous allez prendre les mauvaises décisions, vous allez proposer les mauvaises solutions. Le flux de trésorerie qui est identifié. Alors, ça me donne pour chaque période les montants d'argent qui sont nécessaires. Et là, j'ai les finances qui peuvent me dire, ben non, ce montant-là, il est trop élevé, peux-tu le décaler ou peux-tu le devancer, peu importe. Ou je pourrais avoir une contrainte budgétaire qui dit que moi, mon entreprise ne peut pas dépenser plus que 2 000 $ par semaine. Bon, bien, je le sais. Alors, je vois, là, est-ce que j'ai des choses qui dépassent 2 000? Bien, je négocie avec mes fournisseurs. Et comme Mélanie vous l'a dit ce matin, on regarde toujours, on protège la relation hein, avec tous nos intervenants, avec les fournisseurs aussi, on protège les relations. Alors, on doit avoir des bonnes relations avec eux, on doit discuter avec eux et trouver des compromis qui sont gagnant-gagnant, okay, dans la zone gagnante-gagnante. Hein, j'ai écouté. Donc, ça va vous aider à prendre ces décisions-là. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié notre double, triple contrainte. On a identifié notre périmètre. On a validé notre périmètre. On a identifié notre échéancier. On a validé notre échéancier. On a identifié notre budget et on l'a validé. On l'a ajusté s'il y avait lieu. On a identifié nos risques. On a pensé à des stratégies. Qu'est-ce qu'on fait si ça va mal? Qu'est-ce qu'on fait si ça va très bien? On a des stratégies, on sait ce qu'on va mettre en place. On a des gens qui vont les suivre, ces risques-là. On a identifié la qualité, hein? On a des objectifs. Qu'est-ce qui va faire que le projet va être un succès? Qu'est-ce qui va faire que le client va être heureux? On a identifié nos ressources. Qui est mon équipe de projet? Qui sont mes parties prenantes, qui va m'aider et qui pourrait me mettre mon projet en péril. On connaît tout ça. Alors là, maintenant, c'est de le gérer. C'est d'utiliser des stratégies, d'utiliser les soft skills qui vont être un méchant atout pour tout gestionnaire de projet. Tout passe par l'être humain. On deal avec des êtres humains. On n'est pas encore à gérer des robots, là. Alors, on gère des êtres humains, on travaille avec des êtres humains, on donne des projets au bénéfice d'entreprises qui appartiennent à des êtres humains, des projets pour des environnements, pour des villes. Où est-ce qu'il y a des êtres humains? Alors, tous les projets sont des choses humaines. Et ça, là, il ne faut jamais l'oublier. OK? Parce que où est-ce qu'il y a de l'humain? Bien, il y a de l'humainerie, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est à vous à jouer. Vous pouvez maintenant planifier vos projets. Vous pouvez bien les démarrer, bien les planifier pour ensuite mieux les suivre. Et si jamais vous cherchez un projet qui peut être très, très engageant dans votre entreprise, bien, vous pouvez regarder comment vous pourriez diminuer votre empreinte environnementale, comme a présenté ma collègue Marie-Josée, parce que ça va être un projet qui est génial pour votre entreprise. Alors, merci beaucoup et puis je vous souhaite de bons projets. CTRL est concepteur de 7 logiciels qui se combinent pour former des solutions de gestion verticale dédiées à 3 secteurs d'activité spécialisés, la construction, les services professionnels et la santé. Fondateur et architecte senior de la firme Barin de Montréal, Siamak Barin nous décrit ce qui distingue son entreprise des autres et témoigne de son expérience client avec CTRL. Notre firme Barin Architecture et Design offre depuis 2002 la structure et le soutien d'une grande firme tout en conservant la culture et l'approche client d'une firme à l'échelle humaine. En privilégiant la relation client-architecte, nous nous consacrons à la création d'espaces efficaces et durables, répondant tant aux attentes esthétiques qu'aux conditions budgétaires des projets.
Pour notre firme de taille moyenne, nous avons trouvé que CTRL est le logiciel par excellence pour l'ensemble de nos besoins en gestion. CTRL est un logiciel flexible et en mesure d'être personnalisé et de s'adapter à notre vision d'affaires. Le déploiement des feuilles de temps web et mobile de CTRL a rendu le processus de facturation et de paie plus efficace et productif. Sa plateforme évolutive et son processus de développement standard offrent une garantie de robustesse et de stabilité pour le futur. De plus, l'équipe CTRL offre un service à la clientèle hors pair et fait au Québec. En conclusion, voici le président de CTRL, Daniel Girard. CTRL a pour mission d'être un partenaire actif de la croissance de clientèle, en lui offrant des solutions de gestion ERP spécialisées et novatrices. Chaque jour, notre équipe développe et déploie des solutions de gestion, des solutions technologiques qui permettent à nos clients de se démarquer et d'exprimer leur plein potentiel. Avec des organisations comme Barin, CTRL est très fier de continuer à contribuer au rayonnement de l'expertise québécoise, et ce depuis plus de 25 ans. Merci à Barin, merci à notre clientèle de faire de CTRL une référence de gestion informatisée au Québec.